Donc dans la foule, nous essayons également de vous imiter en essayant de proposer un thème d'actualité sur le dessalement. Comme vous le savez, le dessalement ou désalinisation, c'est la possibilité de rendre une eau salée ou saumâtre en eau potable pour l'utilisation domestique ou pour l'irrigation. Bon, l'irrigation pouvant coûter cher, souvent c'est limité, mais essentiellement c'est pour l'eau potable. Mais c'est un bien pour un mal. Donc, comme toute activité humaine, quand on fait un dessalement, on a des inconvénients et des avantages. Un des premiers inconvénients, c'est le coût énergétique. Un autre, c'est les facteurs environnementaux. Mais sans effleurer le sujet, donc, on va demander à un spécialiste, le professeur Koufia Keba-Diawara, de nous parler de ce thème. Le professeur Koufia Keba-Diawara est professeur titulaire des universités de classe exceptionnelle, qui vient juste d'aller à la retraite d'ailleurs. Il est relativement jeune, donc vous voyez que notre système est à revoir. Vraiment, quand on voit des retraités de cet acabit, ça pose problème. Monsieur le Président, Messieurs les vice-présidents, Mesdames, Messieurs les professeurs en ligne et en présentiel, j'ai l'honneur donc de vous parler du dessalement, mais particulièrement en Afrique de l'Ouest. Les enjeux scientifiques et environnementaux. Nous n'allons pas aller dans les détails du fonctionnement de dessalement, mais plutôt parler des aspects scientifiques aujourd'hui qui permettent d'avoir une bonne appréciation donc de l'opportunité que peut nous offrir le système de dessalement, surtout son intégration en Afrique de l'Ouest. Diapo. Merci. La population en Afrique de l'Ouest, au moment où nous parlons, est estimée à 456 millions d'habitants et avec une prévision de l'ordre de 796 millions. Entre 40 et 60% de cette population bénéficie d'un accès à l'eau potable et à l'assainissement. C'est des références. Problématique de plus en plus aujourd'hui face à cette demande qui est croissante. Donc les pays, les États de l'Afrique de l'Ouest, mais précisément les États côtiers, se tournent vers donc, le dessalement pour produire de l'eau potable. Diapo. Donc, parlant d'eau potable, avant d'aller plus loin et de rester dans le dessalement, il est bien de noter que pour l'eau potable, le dessalement avec objectif de mettre en place une eau potable, l'eau potable répond à certaines normes qu'il faut bien différencier avec l'eau pure. Nous parlons d'eau potable, ce qui veut dire qu'il y a bien des critères, des paramètres à respecter et à tenir en compte, donc qui demandent sur le plan scientifique une certaine ressource disponible, aussi bien en équipement qu'en ressources humaines. Des mesures, on ne peut pas faire de l'eau potable et mettre à la disposition des personnes sans avoir un suivi de certaines mesures physico-chimiques au moins. Là j'en ai cité quelques qui sont généralement disponibles dans les installations de dessalement, mais il existe bien d'autres mesures qui sont aussi importantes et auxquelles il devrait y avoir un suivi régulier. Diapo. Revenons au dessalement. Diapo. Ah, ça y est. Monsieur le vice-président, le professeur Bekay l'a dit tout de suite, si vous l'avez retenu, le dessalement, en gros, c'est le processus de transformation d'une eau salée en eau douce. En eau douce, c'est donc eau potable. Et donc, pour arriver à ce processus aujourd'hui avec le dessalement, la notion de membrane est utilisée. Les membranes, c'est le principe des membranes d'osmose inverse. C'est le principe d'osmose inverse qui, en regardant ce tableau, nous voyons qu'il y a certaines exigences. Pour aller vers l'osmose inverse, donc il faut
des membranes adaptées déjà au dessalement. Toutes les membranes ne sont pas adaptées au dessalement. Ensuite, c'est sous certaines conditions, le professeur l'a évoqué tout de suite, c'est le coût. Mais en réalité, ce qui est derrière le coût, c'est la pression. Il faut une forte pression. Et pour une pression très élevée, il faut de l'énergie. Donc beaucoup d'énergie, et c'est cette demande en énergie qui justifie un peu le coût élevé. À côté des membranes d'osmose inverse, il y a ce qu'on appelle la nanofiltration. Pourquoi on parle aussi de la nanofiltration? Parce que dans le cadre du dessalement, en fait, dessalement de l'eau de mer, oui, mais il y a aussi dessalement des eaux souterraines. Les eaux souterraines, qui sont des eaux saumâtres généralement, donc qui sont beaucoup moins salées, et donc qui sont là où il est encore plus intéressant, et les recherches scientifiques ont montré que les membranes de nanofiltration sont très adaptées pour l'élimination partielle de la salinité avec les eaux saumâtres. Hein. Retenir que les eaux saumâtres, c'est avoir de 1 à 10 grammes par litre, alors que le dessalement de l'eau de mer, avec l'eau de mer, vous montez jusqu'à 35 grammes par litre. Donc entre de 10 grammes et pour les eaux saumâtres, alors que vous êtes à 35 grammes avec l'eau de mer. C'est ce qui justifie qu'on utilise les membranes d'osmose inverse en dessalement d'eau de mer, et que pour l'eau saumâtre, on n'est pas obligé d'utiliser les membranes d'osmose inverse qui sont énergivores. Diapo. Nous allons expliquer un peu, donc au niveau de l'osmose inverse, pour le dessalement, Diapo, nous allons expliquer un peu comment les membranes d'osmose inverse, donc le mécanisme qui est utilisé pour pouvoir faire le dessalement. Diapo. Alors là, regardez, on a présenté juste une membrane entre deux solutions de concentration différente, c'est-à-dire de salinité différente. Hein. Là où c'est plus foncé, donc je dis qu'on a donc plus de sel. Hein. Et donc vous avez là où c'est plus clair, donc c'est l'autre solvant le moins salé. Et le principe de l'osmose directe, c'est quand on a deux solutions côte à côte, donc séparées par une membrane, la diffusion se fait de la solution la moins concentrée vers la solution la plus concentrée. Ça, c'est le cas de l'osmose directe. C'est ce qui se passe normalement. Alors, cette différence de concentration peut se traduire par une pression qu'on appelle la pression osmotique. Et cette pression osmotique, si vous appliquez cette pression au niveau de la solution la plus concentrée, vous avez un équilibre. Donc vous arrêtez la diffusion du solvant, du passage du solvant de la partie la moins concentrée vers la partie concentrée. Donc nous partons de diffusion de solvant la moins concentrée, osmose directe, vers la partie la plus concentrée. Nous exerçons une pression ici qui est égale à cette, donc qui permet d'équilibrer juste, et il n'y a plus de diffusion de solvant. Maintenant, le cas où on applique une pression supérieure à la pression osmotique. Donc on applique ici une pression qui est supérieure à la pression osmotique. Nous avons l'effet contraire, l'effet inverse, c'est-à-dire que le solvant va diffuser maintenant de la partie la plus concentrée vers la solution la moins concentrée. Et ce qui donne donc la notion d'osmose inverse. Donc voilà, c'est ce qui est utilisé dans le cadre du dessalement. Donc on part d'une solution plus concentrée qui est l'eau de mer, et on arrive à avoir donc une eau douce. Donc pas de sel, moins salé. Voilà, diapo. Donc là, nous donnons juste un exemple de membrane. Après avoir expliqué le principe d'osmose inverse, donc ça se fait à travers des membranes, nous donnons, là c'est une image d'une membrane réelle à travers donc, un microscope électronique à balayage. C'est pour montrer les différentes parties d'une membrane. Il y a différents types de membranes. Hein. Vous avez des membranes inorganiques, comme généralement des céramiques, et vous avez des membranes organiques qui sont utilisées dans le cadre. Diapo. Voilà. Là c'est une image qui permet de bien comprendre comment la membrane est structurée. Précédemment, vous aviez une image réelle
donc, de membrane. Là, c'est juste donc, un schéma qui permet de détailler un peu les structures avec des dimensions. Vous voyez donc en haut, les 0,2 micromètres, c'est là la couche active. En réalité, c'est vraiment l'essentiel du membrane. Le reste, c'est en termes de support. Cette épaisseur étant tellement faible que donc, cette membrane toute seule ne peut pas tenir face à la pression. Donc il faut bien des supports mécaniques qui permettent de tenir, mais qui ont des diamètres de pores plus larges, donc des diamètres plus importants que la membrane elle-même, ce qui évitera donc de pouvoir poser des problèmes de rétention. Diapo, s'il vous plaît. Diapo. Très bien. Généralement, dans le dessalement, c'est avec les usines qui sont sur le plan au niveau industriel, c'est les membranes, on a plus affaire à des membranes spiralées. Nous avons plusieurs types de membranes. À partir du moment où on a présenté les membranes qui font le travail, elles peuvent être présentées sous forme sous forme tubulaire, sous forme de fibres creuses. Mais le dessalement, principalement, nous faisons face à des membranes donc, spiralées. Membranes spiralées, donc vous voyez que là, vous avez un exemple de membrane spiralée et comment l'eau entre, donc l'eau brute entre à travers les membranes. Là, vous avez l'avantage de pouvoir, juste sur ce module, on l'appelle un module, juste sur ce module, d'avoir une très grande surface, plus grande que cette salle, en termes de surface, donc en termes de membrane. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que là où on utilisait un bassin pour mettre de l'eau et faire de la précipitation, de la décantation avec le système conventionnel, nous allons voir tout à l'heure, et vous avez plusieurs mètres carrés, pour ne pas dire des dizaines ou des centaines de mètres carrés qui sont enroulés juste ici. Et ce qu'il y a, c'est que entre les membranes, on place ce qu'on appelle un espaceur. L'espaceur donc, qui permet de différencier les membranes, qui ont généralement un maillage de 0,8 à 1,2 mm, et qui donc permettent vraiment de créer la turbulence pour le passage de l'eau. C'est-à-dire éviter que les particules qui sont dans l'eau à traiter ne se déposent sur la membrane pour éviter de l'encrassement. Donc ça crée une certaine turbulence. Maintenant, ça c'est ce qu'on appelle un module, et vous l'avez ici. Là c'est juste pour vous montrer, effectivement en détail, quand vous prenez plusieurs membranes que vous enroulez autour d'un même tube, l'eau qui entre, on l'appelle eau brute, et l'eau qui est filtrée sort par ce collecteur. Donc vous avez le même collecteur ici. Donc l'eau qui est filtrée sort par le collecteur, et cette eau qui est filtrée est appelée perméa dans le jargon du dessalement. On l'appelle le perméa. Et l'eau qui n'est pas filtrée, qui sort directement, qui traverse les membranes, s'appelle le concentrat. Donc c'est cela le rejet. Et c'est cela qui est devenu plus concentré encore que l'eau brute. Donc vous avez l'eau qui entre, l'eau brute, vous collectez le perméa comme eau potable, et le rejet correspond donc au concentrat. Diapo. Alors, là, j'avais présenté le module qui est utilisé en dessalement. Mais en réalité, dans une usine, on n'utilise pas le module tout seul. On met le module dans un tube de pression. Un tube de pression qui peut contenir plusieurs modules. Là, en exemple, vous avez en vert, c'est des modules. Regardez, là, on a 4 tubes de pression. Et dans chaque tube de pression, vous avez plusieurs modules. Ce qui fait qu'en dessalement, on peut avoir des kilomètres carrés de membranes qui sont dans un espace très réduit, dans une pièce. Alors que s'il fallait les étaler, c'est une surface très importante. Et donc c'est comme ça que se passe le dessalement. Et donc à partir de là, vous avez toujours l'entrée de l'eau brute. Et vous avez donc, au niveau des collecteurs, vous collectez ce qui est ce qu'on appelle le perméa, donc l'eau dessalée, l'eau douce, et en termes de rejet, donc vous récupérez. Alors, une caractéristique qui est souvent
considéré d'ailleurs comme facteur limitant au niveau du dessalement, le dessalement ne dépasse pas, le taux de conversion ne dépasse pas les 45%. Taux de conversion, si vous traitez 100 litres, vous espérez avoir que 45 litres d'eau douce. Pas plus. Si vous allez à plus, en tout cas aujourd'hui à travers le monde entier, les usines de dessalement ne dépassent pas ce taux de conversion. Parce que le risque c'est que vous allez encrasser, vous allez créer un colmatage très rapidement et cela va redemander encore beaucoup plus d'efforts. Donc pour le dessalement de l'eau de mer, pas l'eau saumâtre, pour le dessalement de l'eau de mer, le taux de conversion ne dépasse généralement pas, ne dépasse pas d'ailleurs les 45%. Là, avec une étude, on a donné juste un exemple de taux de conversion à 47% maximum. Voilà. C'est une étude pour montrer que dans le cas où le dessalement, le produit obtenu, c'est-à-dire le perméable, ne suffit pas, ce qui se passe dans les usines, on fait un autre étage. Un autre étage, c'est-à-dire l'eau qui est rejetée, on le traite encore en tenant compte du taux de conversion qui est toujours limité, qu'on ne peut pas dépasser. Au lieu de prendre le risque de dépasser là les 47%, qui nous permettra de récupérer plus de 47 litres par 100 litres, avec tout le risque que ça peut avoir ici pour arrêter l'usine, on préfère rester à ce taux de conversion et prendre l'eau qui est rejetée, et continuer encore à un autre niveau. Ce qui, pour cet exemple, par exemple, nous voyons qu'avec 43 mètres cubes par heure, donc une entrée d'eau brute, nous pouvons aboutir ici à la fin à récupérer à filtrer 34 mètres cubes par heure d'eau de mer avec un rejet seulement de 6 mètres cubes. Ce qui nous donne un taux de conversion global qui sera à 85%. Qu'on ne peut pas atteindre seulement avec un seul étage. Et à chaque niveau, il faut comprendre qu'il y a de l'énergie qui est sollicitée. Et donc diapo, s'il vous plaît. Donc voilà, là vous avez vraiment le système de filtration pour le dessalement. Diapo. Là, juste une comparaison avec le traitement conventionnel. Le traitement conventionnel, qu'est-ce qu'on apporte en osmose inverse? Il faut retenir qu'en osmose inverse, par rapport au traitement conventionnel, nous avons une eau potable vraiment, on a tendance à dire une filtration absolue. Vraiment, l'eau est bien potable, il n'y a pas de doute à ce niveau. Et ce qu'il faut savoir, c'est, prenons le cas de, si vous avez sur 1 million de bactéries, vous avez la probabilité, la chance qu'il y ait une qui passe à travers la membrane, sur 1 million. C'est pour dire que c'est pour confirmer donc, la notion de filtration absolue. La turbidité qui est souvent pour voir si l'eau est trouble, là vous êtes à diminution de l'espace occupé. Le système conventionnel occupe occupe plus d'espace que le dessalement. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Et un autre élément qu'il faut tenir en compte, c'est l'utilisation minimale de produits chimiques. Dans le cas du dessalement, les produits chimiques vraiment sont utilisés au minimum. C'est surtout au moment du lavage des membranes, au moment du nettoyage. Ce qu'il faut retenir donc pour le dessalement de l'eau de mer par membrane d'osmose inverse, c'est une technologie qui se réalise à très haute pression, c'est-à-dire nécessitant une énergie élevée et à des taux de conversion limités, c'est-à-dire entre 35 et 45%. Savoir que aussi, il ne faut pas occulter, mais souvent c'est intégré dans le système, c'est l'aspect reminéralisation. Parce qu'avec les membranes d'osmose inverse, vous sortez de l'eau pure
Mais avant de le mettre dans le réseau, il y a de la reminéralisation. Et cela est donc intégré généralement au niveau des usines, c'est intégré dans le processus. Diapo. Au regard de ce qu'on vient de dire, les enjeux sont de deux ordres. Au niveau environnemental, nous évoquons, et il est souvent évoqué d'ailleurs, les mesures, donc la maîtrise donc, de la saumure. La maîtrise de la saumure, donc les rejets d'eau salée. Les rejets d'eau salée, c'est des eaux qui sont encore beaucoup plus concentrées que l'eau qui a été pompée. Donc, s'il n'y a pas une étude à ce niveau, en réalité, il y a une perturbation réelle. C'est là où intervient donc une étude qui consiste à la modélisation de la dispersion du rejet au niveau donc, où se fait le pompage. Et c'est là où donc, il est important de comprendre que le dessalement est pluridisciplinaire. Parce que ceux qui vont faire la modélisation, c'est vraiment pas ce ne sont pas des gens qui sont dédiés à la production de l'eau. Et donc faire cette modélisation a beaucoup d'importance. Il y a une différence entre le relevé des données et effectivement faire cette modélisation pour éviter que cela impacte donc, l'environnement immédiat. Bon, les mesures bathymétriques, c'est connu, c'est courant, mais surtout la perturbation de la biodiversité par l'aspiration de micro-organismes vivants comme les larves de poissons lors des pompages d'eau de mer. C'est un exemple que j'ai donné, les larves de poissons. Donc, au niveau du pompage, le pompage se fait avec puissance. Et il arrive que, vraiment, et c'est fréquent, qu'il y ait donc cet inconvénient-là qui consiste à vraiment à perturber la biodiversité, c'est-à-dire en pompant justement des larves qui ne devraient pas être. Même si ces larves sont éliminées avant la production de l'eau. Mais déjà, le fait de les pomper, ça entraîne l'introduction du dessalement en Afrique de l'Ouest mériterait que des études d'impact environnementaux et sociaux soient déléguées à des structures externes qui sont agréées. Généralement, le coût du dessalement, c'est les États qui abordent cette technologie-là, qui abordent ce projet, le projet de dessalement. Mais il est bien de souligner que l'étude d'impact environnemental et social soit dédiée à des cabinets agréés qui sont externes à l'État, extérieurs. Parce que dès que l'usine prend départ, il y a des choses qui sont difficiles à corriger. Et donc cela, c'est au niveau environnemental. Pour les enjeux scientifiques, de plus en plus aujourd'hui, il y a un système de récupération et de réinjection d'énergie. C'était le point faible du dessalement. Mais aujourd'hui, ces dernières années, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Il y a au niveau scientifique la possibilité de récupération donc des pertes d'énergie pour les réinjecter dans le système. Et cela atténue de façon très importante, de façon significative, les besoins en énergie au niveau des systèmes de dessalement. Il y a l'autre élément, c'est le devenir des membranes en fin de vie. Qu'est-ce qu'on en fait? On a expliqué tout à l'heure le dessalement. On peut utiliser des kilomètres carrés de membranes. Mais ces membranes ont des durées de vie. Qu'est-ce qu'on en fait après? Il est important que cette étude soit prospective, soit menée en amont de l'installation de l'usine de dessalement. Parce qu'effectivement, déjà, donner l'avis que ces membranes c'est des membranes mortes, il faut les éliminer, il faut changer les membranes, c'est déjà un avis technique, mais en plus de cela, que donc ces membranes qui sont en fin de vie, quelle étude peut être menée pour que cela ne soit pas un déchet, mais plutôt une deuxième vie des membranes. Parce que vous avez vu au départ, avec la panoplie des membranes, on quitte de la membrane d'osmose inverse, on peut aller à l'ultrafiltration, à la microfiltration. La microfiltration, l'ultrafiltration, c'est des membranes plus ouvertes que la membrane d'osmose inverse. Ce qui veut dire que
Et c'est ce qui est utilisé dans le pré-traitement. Pour des notions de temps, je n'ai pas abordé la question de pré-traitement. Mais on ne peut pas filtrer une eau directement dans un dessalement, dans un système de dessalement. Dans un système de dessalement, l'eau qui va être filtrée, l'eau de mer que vous filtrez, passe d'abord par un système de pré-traitement. Et le système de pré-traitement, généralement, c'est l'ultrafiltration ou la microfiltration qui sont à des pressions très faibles. Quand on se réfère à la deuxième ou troisième diapositive que j'ai évoquée tantôt. Alors, le dernier élément que je voulais évoquer dans la diapo précédente, c'était l'enjeu scientifique, principalement, c'est en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, il y a la notion du bord. Dans les usines de dessalement, conventionnellement, le dessalement est considéré dans le cas où la concentration de l'eau, la concentration du bord dans l'eau de mer est plafonnée à 5 mg par litre. Au niveau de l'océan Atlantique, il y a des moments où cette concentration peut aller jusqu'à 6 mg par litre, et même un peu plus. Cela pose une adaptation du dessalement dans notre environnement, parce que l'océan Atlantique, c'est l'eau de mer que nous allons utiliser. Et donc il y a un aspect scientifique à voir à ce niveau. Le bord est jusqu'à 5 mg par litre. Il est connu que dans le système de dessalement, on arrive après filtration à trouver de l'eau, à avoir une eau douce qui respecte les normes de potabilité. Mais quand on est au-dessus de 5 mg par litre, avec un seul passage, il est très difficile de respecter les normes, de descendre à cette concentration. Dans le cas d'espèce, qu'est-ce qui se passe, Diapo? Dans le cas d'espèce, ce que nous avons, ce qu'il faut, là on reprend le système de filtration, donc c'est là l'usine de dessalement, c'est les membranes. Donc l'eau arrive, l'eau de mer arrive, vous avez le rejet, ce sont de concentrants. Maintenant, vous avez l'eau filtrée, mais l'eau filtrée ayant plus de milligrammes par litre de bord, qui ne respecte pas encore donc les normes de potabilité, il faudrait refaire passer cette eau par une autre membrane encore, pour être sûr de respecter les normes. Mais ayant déjà baissé la concentration de façon significative, donc étant proche de la norme, il est important donc si cela devrait se passer dans notre zone, en Afrique de l'Ouest, donc il est important de savoir qu'il y a la possibilité, en refiltrant de façon donc nécessairement, mais de faire ce qu'on appelle du blending, c'est-à-dire faire un calcul, une simulation qui permettrait de prendre une autre partie de l'eau filtrée qui ne soit pas filtrée une deuxième fois. C'est ce qu'on appelle le blending, et au bout, on aura collecté une plus grosse, une part plus importante de l'eau filtrée. Donc ça, c'est vraiment le besoin d'avoir un deuxième étage. Je vous avais montré tout de suite là où il y avait 3 étages. Donc, il y en a qui peuvent s'arrêter à un seul étage, parce que simplement, ils arrivent à trouver l'eau potable correctement. Mais si ce n'est pas le cas, il faut passer à un deuxième étage. Et en tout cas, pour le cas du bord, pour les usines de dessalement qui peuvent être installées au Sénégal ou en tout cas en Afrique de l'Ouest de façon globale, il est important de tenir compte de la question du bord. C'est un facteur très important qui est ressorti dans les valeurs qu'on a en termes de mesure donc de concentration de bord. Ça a toujours alerté, et donc le dessalement et l'usine de dessalement devraient en tenir compte. Diapo, s'il vous plaît. Diapo. C'est un exemple d'une usine de dessalement. Un exemple d'une usine de dessalement. Regardez, tout ça c'est des tubes de pression. Et dans chaque tube de pression, vous avez plusieurs modules. Mais
aujourd'hui, donc le dessalement, ce n'est pas quelque chose de nouveau. En réalité, au moment où l'on parle, plus de 95 millions donc, de mètres cubes par jour donc, donc d'eau potable. On a une production de plus de 95 millions d'eau potable par jour, de mètres cubes par jour, par les membranes d'osmose inverse. Il faut dire qu'on a recensé aujourd'hui, au moment, c'était en 2022, c'est pas au moment, excusez-moi. En 2022, il y avait 20, donc on pouvait avoir un nombre de 21 000 usines de dessalement à travers le monde. 21 000 à Diapo. Donc voilà un peu pour l'osmose Diapo. Alors, nous avons parlé du dessalement. Nous avons dit que le dessalement, ce n'est pas seulement l'eau de mer. Le dessalement, c'est eau salée transformée en eau douce. Il arrive que dans nos pays, que certains pays aient de la ressource souterraine. C'est eau salée, eau minéralisée, mais qui ne soit pas à une concentration comme l'eau de mer. Hein? Le cas de la nappe maastrichtienne, le professeur Bekay connaît bien de quoi je parle, non? Hein, le cas de la nappe maastrichtienne, hein, évalué à plusieurs millions de mètres cubes, hein, donc qui est aujourd'hui une ressource disponible et accessible. Hein. Dans le cas des eaux saumâtres, on n'a pas besoin justement d'utiliser des on peut faire du dessalement, mais pas besoin d'utiliser des membranes d'osmose inverse. Des membranes qui ont un taux de conversion limité à 44-45% et donc qui demandent aussi, qui nécessitent une grosse énergie. Et donc, alors que les membranes de nanofiltration sont des membranes plus ouvertes, donc c'est-à-dire qui ont un débit plus important. J'allais dire même un flux plus important. Le flux, c'est-à-dire donc le volume qu'on peut récupérer par unité de surface est encore plus important en nanofiltration. Nous l'avons noté ici qu'en nanofiltration, nous pouvons dépasser les 75%, alors que vous ne pouvez pas dépasser les 45% en osmose inverse. Donc, moins d'énergie. C'est ce qui explique d'ailleurs. C'est ce qui explique que ces dernières années, nous avons l'avènement de systèmes de dessalement par nanofiltration containerisés, mobiles et couplés à l'énergie solaire. Aujourd'hui, de plus en plus, nous assistons dans les localités, un peu en parenthèse, isolées, hein, donc des localités qui n'étaient pas aussi accessibles, donc qui n'avaient pas cet accès à l'eau potable et à suffisamment d'énergie, qu'aujourd'hui, il y a des unités mobiles containerisées. Donc, à partir d'un conteneur, au-dessus du conteneur, on met donc des panneaux solaires et donc qui permettent justement de produire de l'eau potable. C'est aussi du dessalement. C'est aussi du dessalement, mais c'est vrai que ce n'est pas l'eau de mer, hein, et c'est largement, en tout cas, plus accessible que l'eau de mer. Mais c'est pour c'est pas pour les grosses, c'est pour les communautés moyennes, petites ou moyennes communautés. Diapo, s'il vous plaît. Là, nous avons donné juste quelques éléments de l'efficience de la filtration lorsqu'on fait du dessalement, lorsqu'on fait de la filtration membranaire de façon globale. Les éléments d'appréciation dans une usine, hein, pour dire donc l'efficience, c'est soit la productivité qui donne donc le débit par unité de surface, hein, il y a aussi le taux de rejet, c'est donc l'efficacité, et cette notion de taux de conversion, c'est le rendement. Le rendement qu'on peut avoir au niveau de la filtration. Voilà des éléments, en tout cas des éléments d'appréciation de l'efficience d'une installation de dessalement. Diapo. Quelques exemples. Nous parlons d'introduction, nous parlons de dessalement en Afrique de l'Ouest. Peut-être que ce n'est pas tôt d'en parler, parce que simplement déjà, il y a des projets. Ce n'est pas systématique. Il y en a qu'on a parlé, mais c'est pour montrer un peu dans les différents pays de l'Afrique de l'Ouest où déjà il y a l'engagement des États pour aller vers le dessalement. Le cas du Sénégal que nous connaissons tous
donc l'usine de dessalement des Mamelles, 50 000 m3 jour extensible à 100 000 m3, le projet du Lac Rose. Et là, on a mis unité, c'est un résultat de la recherche scientifique au niveau de l'UQAT qui a permis de passer à la phase pratique, d'utiliser la nanofiltration pour dessaler l'eau, donc une eau saumâtre, donc dans la zone de Kaolack, au niveau de Bachangé, c'est à Keur Mariama où il y a une communauté. Et à la suite d'une présentation des résultats obtenus au niveau laboratoire, il y a eu donc une cérémonie de présentation a été organisée à l'UQAT 2 en 2011. Et c'est après cette cérémonie de présentation qui était présidée d'ailleurs par, j'ai le plaisir, c'est le professeur Salou Ndiaye qui était recteur de l'université en son temps et qui avait lancé donc cet événement. Donc, il y a eu un financement de l'UNESCO, de la chaire UNESCO sur les membranes, qui a permis d'installer une petite unité de dessalement donc à Keur Mariama, qui fonctionne depuis 2012, donc, et qui donne de l'eau potable, correct, et que les populations de Diafat viennent se servir même à Keur Mariama. Donc, d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont aussi engagés, les États se sont engagés dans le cadre donc, du dessalement. Il est simplement important de noter aussi que le Ghana a été donc le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à s'engager dans c'est plutôt une usine de dessalement. Ce n'est pas une unité, c'est une usine de dessalement. Il y en a eu en dessous d'autres. Et en dehors de l'Afrique de l'Ouest, vous avez la Namibie qui a la première usine de dessalement en Afrique, c'était donc en Namibie, mais qui n'était pas destinée à la consommation. C'était de l'eau potable, c'était de l'eau produite, l'eau pure d'ailleurs, mais qui était donc destinée plutôt à des industries minières qui étaient donc dans la zone. Et donc ces industries minières, compte tenu parce qu'il y avait le problème de coût et d'énergie, donc ce n'était pas vraiment du tout destiné à la consommation. Ensuite, maintenant, là en Afrique du Sud, j'ai cité le système conteneurisé, c'est pour montrer que cela est en train de se développer ces dernières années, parce que nécessitant moins d'énergie. Mais l'Afrique du Sud a eu beaucoup d'autres usines de dessalement. L'usine la plus connue, c'est au niveau de Moselle-Bay, ce qui était vraiment une usine de dessalement qui était à 15 000 m3 jour. Donc voilà un peu un exemple d'intégration d'usines de dessalement en Afrique de l'Ouest, mais qu'il faudrait toujours faire appel pour tenir compte de certains aspects scientifiques. Et généralement, c'est des concessions. L'État travaille avec c'est des concessions. Mais il est important de pouvoir tenir compte de ces aspects scientifiques qui sont des aspects purement locaux, qui tiennent compte de notre environnement immédiat. Diapo. Avant de terminer, donc, de parler de ce dessalement, c'est généralement la question qui ressort dans toutes les conférences, c'est les gens parlent toujours de coûts. C'est connu, c'est réputé, on a la perception que c'est une technologie, c'est un procédé qui est très cher, qui n'est pas pour l'Afrique. Mais il est important de mettre les gens face à l'évolution des coûts et qu'on puisse savoir, compte tenu de la technologie et des besoins en Afrique, des besoins d'accès à l'eau potable, et quelle est donc la décision opportune. Là, je suis parti un peu de 70 où les usines de dessalement, pour la plupart, c'était donc des thermiques, ce n'était pas des membranes. Mais nous avons remarqué, c'est à partir de 2001 que les technologies de dessalement d'osmose inverse ont pris le dessus sur le dessalement thermique. Et en 2014, il y a eu le début d'intégration des énergies renouvelables.
Jusque-là, quand l'osmose inverse a pris le dessus sur le thermique, on dit oui, c'est bien, mais c'est encore très cher compte tenu de l'énergie et tout. Et c'est donc les études, donc ça c'est les résultats donc de la recherche scientifique. Ces résultats ont permis d'aller maintenant sur le terrain donc de voir l'application de voir le début d'utilisation d'énergie renouvelable au niveau donc des programmes de dessalement. En 2019, tout récemment, il y a eu l'aspect scientifique que j'ai abordé, c'est la récupération et la réinjection de l'énergie. Donc non seulement l'énergie a baissé avec l'utilisation des énergies renouvelables, mais toutes les usines de dessalement n'utilisaient pas les énergies renouvelables. D'ailleurs, la majorité n'utilisait pas encore d'énergie renouvelable. Donc les études ont continué et on a assisté à une marque qui s'appelle Barrel. En fait, c'est qui a couplé les membranes d'osmose inverse avec dans l'état suivant des membranes de nanofiltration. Et maintenant, faire un système de récupération d'énergie. Et c'est pour ça que ce système de récupération et de réinjection d'énergie ont permis de passer aujourd'hui. Donc, vous voyez, en 2001, l'énergie qui était nécessaire pour filtrer 1 mètre cube d'eau, c'était 5 kWh. On est passé à 2,9 kWh par mètre, donc pour 1 mètre cube. Et ce qui aboutirait en 2024 donc à un coût de 0,5 $, par mètre cube. C'est loin de l'imagination. On était regardé là à 1,2 mètre cube par mètre cube, qui était vraiment ce qui est dans la tête du commun. Et aujourd'hui, on a atteint le 0,5 $ par mètre cube en 2024. Et mieux, un institut de technologie, l'Institut de technologie des Canaries, en cette année, en 2025, tout récemment, a montré qu'on peut pousser encore cette performance. Au lieu de 2,9 kWh par mètre cube, ils sont aujourd'hui à entre 1,83 et 1,89 kWh par mètre cube, mais en étant à un taux de conversion de 40%. Énergie, je parle d'énergie récupérable et qu'on réinjecte dans le système, ce qui baisse le besoin réel et ce qui permet de baisser le coût, le coût au mètre cube d'eau dessalée. Voilà aujourd'hui l'actualité au niveau du dessalement et que nous devrions tenir, qui devrait être prise en compte pour l'introduction des systèmes de dessalement à partir du moment où plusieurs États en Afrique de l'Ouest s'engagent dans ce projet. Mais il est important donc de tenir compte de ces valeurs pour pouvoir aller plus loin dans la réalisation de ces projets. Mais le plus important, chers académiciens, et là où je voudrais attirer l'attention, c'est que ces différentes performances, vous l'avez vu, c'est les résultats, il y a les résultats de la recherche. Les résultats de la recherche sont au cœur de ces performances, même s'ils ne sont pas visibles ici. C'est pourquoi notre avis, c'est d'aller à partir du moment où nous constatons plusieurs États de l'Afrique de l'Ouest, principalement tous les côtiers, les États côtiers sont en train de se lancer dans le dessalement, il est important d'aller vers la création d'un centre sous-régional de formation de techniciens et d'ingénieurs et d'éviter de prendre des agents et de les envoyer une semaine de formation et de revenir pour conduire les usines. Donc cela est un avis et une proposition, nous pensons qu'il mérite d'être étudiée pour aller vers la création d'un centre sous-régional de formation de techniciens dédié au dessalement. Diapo. Après maintenant, on a parlé du coût tout de suite, mais là c'était encore plus détaillé pour donc en CFA, je me suis amusé un peu à convertir les coûts par-là en CFA, compte tenu de si c'est à l'échelle communautaire ou si c'est à l'échelle industrielle.
C'est la différence est importante quand même. Mais il faut retenir que le succès d'une usine de dessalement réside d'abord dans son dimensionnement et le choix des membranes. Par moment, nous assistons à des choix de membranes qui demandent beaucoup plus d'énergie. Donc, parce que des membranes beaucoup plus serrées, beaucoup plus denses que d'autres membranes. Alors que la qualité de l'eau à traiter ne nécessitait pas des membranes aussi denses. Donc, on perd beaucoup en argent, in fine. Il est important de faire un bon choix des membranes. Des membranes d'osmose inverse, oui, mais les membranes d'osmose inverse plus proches de la nanofiltration permettent d'avoir des débits plus importants, donc des flux plus importants, et avoir, en restant sur le même taux de conversion, et donc de nécessiter moins d'énergie que les membranes beaucoup plus denses, et qui on est assuré que c'est des membranes qui éliminent tout, d'accord, mais qui, in fine, sont très exigeantes en énergie. Donc il est important d'étudier, selon la qualité de l'eau qui devrait être traitée, d'étudier le type de membrane qu'il faut choisir. Et cela, les décideurs, au niveau des projets, devraient être édifiés à ce niveau pour pouvoir discuter et le mettre dans leur cahier de charge. Pour lancer le diapo. Et enfin, pour terminer, et donc pour montrer un peu donc, la structuration des charges pour une usine de dessalement. Le plus cher dans l'usine de dessalement, c'est le coût de la construction. Les membranes qui sont le cœur du système n'en représentent pas beaucoup. Alors que ce sont ces membranes qui font tout le travail. Bon, après la construction, nécessairement, il y a l'énergie qui arrive. Et on a dit, pour des personnes spécialisées qui sont au niveau très technique, il y a une possibilité d'aller vers la réduction de cette huile avec donc le système de récupération et de réinjection de l'énergie et aussi l'utilisation donc des énergies renouvelables. Voilà un peu la structuration. Diapo. Donc voilà un peu ce que je tenais à partager avec la communauté et je vous remercie. Bon, tout d'abord, je voudrais féliciter chaleureusement notre ami. Content aussi de te revoir. Je crois que depuis 15 jours, on ne s'est pas revu. Je pense que l'exposé est brillant. Mais nous avons un exercice difficile. L'exercice difficile, c'est de passer d'une thématique scientifique maîtrisée à une thématique appliquée. C'est le cœur vraiment de notre exercice. Quand on aborde de telles questions, il y a un certain nombre d'indicateurs essentiels qu'il faut considérer. Pour le cas dessalement, je dirais qu'on va s'interroger sur la disponibilité, premier critère. 2, sur l'accessibilité. 3, sur la durabilité et la continuité de l'opération pour éviter des ruptures de charge. Sur la qualité du produit, là où nous avons les garanties. Ensuite, sur la corrélation entre l'écosystème marin créé et les productions halieutiques. Est-ce que, en mettant ça, on aura plus ou moins de poissons, de crevettes, etc. Alors, fort de ça, je pense que pour vendre vraiment ces idées généreuses sur le plan scientifique, il est indispensable que nous soyons en mesure de dire quel est le prix du mètre cube d'eau rendu concession selon les différentes zones. Prix du mètre cube d'eau rendu public. Deuxième élément de préoccupation, c'est l'équité territoriale. Parce que si vous avez un modèle qui repose sur la mise en place d'usines, donc c'est un modèle qui repose sur une rente situationnelle géographique. Je ne suis plus dans les indications géographiques, mais rente situationnelle géographique. En vertu de quoi nous devons, parce que ces systèmes de dessalement, généralement, c'est pour approvisionner les grandes villes. La question d'équité territoriale se pose.
comment est-ce qu'on va gérer ceux qui ne sont pas au niveau du terrain, qui sont à l'économie, et on va investir autant d'argent. Comment on va faire? Je pense plutôt à des régions qui n'ont pas une personnalité. Il faut qu'on réfléchisse. Troisième élément, je pense qu'il serait difficile d'isoler un système et de pouvoir réfléchir par rapport à l'ensemble global. Est-ce qu'il ne serait pas plus indiqué de réfléchir sur un système intégré? Exploitation des eaux de surface et des eaux souterraines, plus dessalement, plus même épuisalisation, l'utilisation des eaux usées. Former tout un bloc, et par rapport à ce bloc-là, on serait peut-être, nous, beaucoup plus outillés en tant qu'académiciens de pouvoir proposer des réponses plus ou moins achevées et définitives pour la prise en charge des décisions, mon cher. Voilà, des histoires de membranes et tout ça, j'ai compris maintenant. Je suis content. J'ai compris aussi vos différents étages. À chaque fois, je dis, mais il ira au 3e ou au 4e. Bon, mais enfin, j'ai vu que tu ne vas pas jusque-là. C'est rassurant. Quel est le degré de liaison que vous avez par rapport au programme actuel que nous avons de mise en place d'usines de dessalement et la prise en compte des avancées scientifiques dont vous avez fait montre? Est-ce qu'il y a une liaison, est-ce qu'il y a une connexion entre ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire et ce qui s'est fait sur le terrain actuellement? Est-ce qu'il y a j'ai bien compris qu'il y avait des usines de dessalement qui sont en cours de construction. Okay. Est-ce que ces usines, est-ce que dans le contenu, il y a une prise en compte des avancées scientifiques dont vous avez fait mention dans votre présentation? Donc ils vont trop vite. Quand je vois ce jeune partir à la retraite avec tout ce qu'on a investi sur lui à l'université, avec ce qu'il vient de nous présenter, félicitations. J'espère que vous avez formé d'autres qui sont à votre niveau. En tout cas, félicitations. Mais c'est mais ça me préoccupe davantage quand je vois, malgré les coûts qui sont de plus en plus, avec la technique, l'évolution de la technique qui sont en train d'évoluer à la baisse, j'ai l'impression que quand ça me fait revenir au problème du dessalement de l'eau de mer des Mamelles, quel est le coût par rapport à tout ce que vous avez dit? Quelle est la technique, la technologie qui a été employée d'abord par les partenaires? Je crois que c'est des gens d'Arabie Saoudite, non, qui ont financé ce projet ou bien c'est des Saoudiens, non? Est-ce que c'est eux, ils financent ou bien c'est eux qui apportent en même temps la technique? Est-ce que l'université de Dakar a participé à l'étude un peu de ce projet? Et par rapport à ce que vous avez, par contre, j'ai compris que pour l'usine de dessalement du lac Rouge, c'est l'universitaire, c'est très bien. Il a pu participer, mais vous avez évoqué tout à l'heure les problèmes des îles, de la Casamance en particulier, peut-être du Saloum. Qu'est-ce qui est fait pour permettre à ces îles de pouvoir bénéficier au moins de la technologie la moins chère possible? Parce qu'ils sont d'abord, il y en a beaucoup. Maintenant, pour ce qui concerne les forages, les eaux saumâtres, donc il y en a de plus en plus, surtout dans le Saloum. Je sais que il y en a, je pense qu'on a fait du dessalement récemment à Foundiougne, non? Pour rendre l'eau plus... Est-ce que quelque part l'université a intervenu dans ce process? C'est un peu les problèmes. Maintenant, le coût éventuellement des mamelles, est-ce que vous en savez un peu plus? Au lieu de nous donner par unité, par énergie, mais
Quel est le coût réel? Parce que ça a fait l'objet de beaucoup de débats. Je pense que vous pouvez participer à votre contribution. Je vous remercie. C'est-à-dire, malgré la baisse progressive des coûts, quand même, on arrive à la fin, en 2024, je crois, on est à 0,5 $ par mètre cube. Ça fait quand même 300 francs. Donc, c'est relativement moins cher, mais c'est quand même cher par rapport au coût de l'eau actuellement au Sénégal. Ça fait à peu près 300 francs. Maintenant, la question que je me pose, c'est que quand on traite l'eau de mer, en fait, on récupère l'eau douce, mais on saline davantage la mer. On augmente la concentration de NaCl dans la mer, en principe. Hein? Oui, mais est-ce que, quelle est l'incidence du traitement, de la présence de ces usines-là sur la biodiversité marine? Est-ce que dans les cas où ça a été étudié, il y a les incidences? Hein? Oui. Oui. Mais est-ce que dans les cas où ces usines existent, on a fait des études d'impact par rapport à la présence de ces usines pour la production de l'eau potable? Merci. Je voudrais féliciter le premier intervenant. Je crois que cet après-midi, nous avons eu droit à 2 brillantes présentations. Je ne suis pas intervenu parce qu'on a beaucoup collaboré sur cette première thématique. Mais je veux féliciter aussi le professeur Diawara. Le point sur lequel je voulais surtout revenir, j'ai vu que vous, en matière de limites, vous n'avez évoqué que le bord. Et en termes de pollution marine, nous, quand nous intéressons en tant que technologie alimentaire, c'est plutôt des métaux lourds comme le mercure et le cadmium en termes de pollution marine. Alors la question qui se pose est pourquoi seulement le bore et non d'autres métaux lourds que nous trouvons dans notre zone? Merci. Donc moi, ma question, c'est par rapport au droit de propriété intellectuelle, mais notamment le transfert de technologie. Par rapport à ces aspects, comment la technologie est transférée? Parce que, à mon sens, je vois que sont de gros investissements. Et par rapport à la technologie, est-ce qu'il y a un écosystème qui permet peut-être d'assurer la maintenance la maintenance de l'équipement? Est-ce qu'il y a des agents, en tout cas, qui sont formés par rapport à l'utilisation de ce mécanisme? Donc, voilà quelques questions que je voulais poser par rapport à cela. Parce que nous, dans le cadre de la propriété intellectuelle, c'est le problème que nous rencontrons. Les pays développés sont censés transférer la technologie, parce que là, c'est l'article 67 de l'accord sur les aspects de droit de propriété intellectuelle qui l'exige aux pays développés. Mais dans la pratique, on voit que ce n'est pas le cas. Et là, je voudrais savoir, parce que là, je vois que c'est un gros investissement et c'est de la haute technologie aussi. Maintenant, mon problème est de savoir est-ce que la technologie est transférée, est-ce qu'elle est coûteuse, est-ce qu'il y a des agents qui sont sur place, qui sont formés et qui pourraient prendre le relais en cas de maintenance ou en cas de panne. Voilà les quelques préoccupations que j'ai. Je vous remercie. Que ce soit à l'université Cheikh Anta Diop, que ce soit dans d'autres universités à Ziguinchor ou autres, des gens qui travaillent dans le domaine, mais c'est bien de les associer parce que leurs idées peuvent aider. Ils ne viennent pas pour remplacer ceux qui font leur travail, mais ils peuvent renforcer, juste contribuer par les idées. C'est le rôle de la recherche. Mais nous sommes un peu éloignés de tous ces projets. Nous sommes souvent invités, mais invités pour écouter et ensuite donner juste nos impressions, comme dans des rencontres de ce genre, et ça s'arrête là. Donc voilà un peu. Alors pour terminer, donc c'est revenir sur le transfert de technologie. Transfert de technologie, s'il y a un centre de formation, c'est là où on pourra réellement dire que le transfert de technologie sera fait. Parce que ce qui se passe aujourd'hui,
dans les différents pays qui se sont lancés, qui se sont engagés dans le dessalement, c'est des agents de la société qui exploite l'eau, qu'on envoie pour des formations à l'étranger et qui reviennent. Hein. J'ai eu à faire quelques séminaires de formation à des ingénieurs ici localement. Mais je leur dis, ça ne suffit pas. Ça vous permet de comprendre le fonctionnement. Mais quand vous serez face à un problème, la réaction ne sera pas la même. Il faut prendre des jeunes, des étudiants qu'il faut former. C'est-à-dire, ils sont dédiés à la tâche. Et c'est vraiment, je pense qu'aujourd'hui, le nœud du transfert de technologie, c'est là. Parce que c'est quelque chose qui doit être intégré dans le cadre des projets qu'on a signés avec les partenaires, avec les concessionnaires. Ils doivent avoir l'obligation pour ça, pour qu'ils soient sûrs qu'au moment où le contrat va finir, qu'il y a déjà ceux qui étaient opérationnels au niveau de l'usine ne sentent même pas le changement. Mais on ne va pas attendre au moment où le contrat va finir pour dire, le concessionnaire va dire, bon, mais payez-moi pour que je vous forme quelques 5. Je pense qu'en termes de... Voilà ce qui... par là où je voulais terminer et vous dire, en tout cas, c'est le transfert de technologie est lié à la formation dans le domaine. Je vous remercie, je pense avoir répondu. On arrive au terme de notre après-midi. Je voudrais commencer par remercier nos 2 conférenciers qui nous ont gratifiés de 2 moments d'information, de partage et d'interaction avec la salle de très grande qualité. Je crois que ces moments vont nous permettre d'enrichir, d'élargir nos réflexions internes et nos programmes internes. Et l'enjeu pour nous, c'est de voir comment on peut valoriser les enseignements, les recommandations qui ont été faites. Et je retiens cette recommandation sur la mise en place d'un centre de formation qui est capital, non seulement pour poursuivre l'accompagnement, mais pour préparer la relève. Et je pense que c'est valable aussi pour l'IG. Je crois que c'est valable pour pratiquement toutes les problématiques sur lesquelles on se penche et on doit non seulement être des acteurs proactifs, mais préparer, élargir notre capacité de réflexion et de proposition, mais élargir donc le champ de poursuite. Et je crois que l'Académie a un rôle à jouer dans ce sens, en utilisant pleinement sa capacité de conseil, de sensibilisation et surtout de proposition à l'endroit des autorités. On a la chance d'avoir une grande écoute auprès des autorités et je pense qu'on peut convoyer et faire le plaidoyer de certaines des idées qui sont sorties aujourd'hui et des idées sur lesquelles on pense qu'elles peuvent être extrêmement utiles. Vous avez fait mention du fait que vous n'avez pas été associé de façon active au montage des projets de dessalement. Et je crois que c'est un signal très préoccupant pour nous de voir que des opérations de cette nature, de très grande envergure à la fois économique, technique et environnementale puissent se faire sans une participation active de la science, de la technologie et de l'innovation. Je crois qu'il faut qu'on soit plus
proactifs dans nos interactions avec les autorités pour que... Et je crois que les autorités sont sensibles au rôle que la science doit jouer. Mais c'est à nous de les aider à les traduire de façon très concrète en opportunité de prise en compte du savoir et du savoir-faire. En tout cas, je vous remercie infiniment. Vous avez réellement... on n'a pas vu passer le temps. Généralement, on arrête vers 16h30, 17h. Mais l'intérêt et l'attraction des questions interactives a fait qu'on n'a pas vu passer le temps. En tout cas, merci infiniment. C'est une conversation qui ne s'arrête pas aujourd'hui. On va continuer à voir comment on peut valoriser les enseignements d'aujourd'hui. Merci infiniment et bonne fin d'après-midi. Et surtout merci pour votre patience, parce que je vois qu'on n'a pas eu de déperdition en dehors du fait qu'il y avait une obligation sociale et en ligne aussi. Merci pour nos collègues qui ont été très patients. Merci beaucoup en tout cas pour votre patience et votre intérêt. Merci. À bientôt.